on ne peut pas rendre raison de ce qu'on vit. Mais on veut quand même parler de ça, n'est-ce pas? On veut quand même rendre ça, transmettre cette expérience. Parce que c'est ce qui m'a aussi motivé à écrire, à adresser ces mails. Parce que il y avait tellement de l'incompréhensible. Il y avait quelque chose que dont je ne me rendais pas compte. Je n'arrivais pas à rendre compte. Donc il fallait que j'écrive. Et faire part, non de ma compréhension, mais justement le contraire, de faire part de mon incompréhension, n'est-ce pas? Et quand on fait une analyse d'orientation lacanienne, on se rend vraiment compte de cette prise en charge de l'incompréhensible, n'est-ce pas, en nous. Et là, on est dans une démarche qui est très intime également, puisque enfin, on dit souvent que l'analyste est une personne qui sait le plus de choses, peut-être plus que nos très proches. Donc, qu'est-ce que tu as choisi de mettre dans ton livre? Quelles sont concrètement les histoires que tu racontes? Et je dis ça en sachant aussi que tu vas pouvoir me lire un ou deux extraits. Tu nous as apporté, je crois, deux extraits de livre. Cette fois-ci en portugais. Ouais. Voilà, je pense que ce serait intéressant de rentrer un petit peu plus concrètement sur ce récit. Je vais essayer de te répondre je pense à une lectrice qui m'a envoyé, qui m'a fait un commentaire. Elle a dit, ce que j'ai trouvé intéressant dans ton livre, c'est que tu parles de ton intimité, mais de façon très, comment dire, très intime. Tu dévoiles ton intimité, mais tu ne racontes pas les détails des choses. Je dis bien sûr que je ne raconte pas le détail des choses. Il y a des gens, par exemple, qui me demandent mais ton analyse, je parle de jambes de mon analyse, par exemple. Elle avait toujours des jambes, des jupes très courtes, etc. Bien sûr que ça me flashait. J'arrivais, je voyais ces jambes. Mais je raconte mon ressenti. Je ne raconte pas de façon... ce serait impudique de ma part de raconter des détails, des choses qui n'ont... Pour essayer de répondre à ta question, des choses qui... J'ai essayé de raconter, de transmettre ce qui, je supposais, intéressait à quelqu'un d'autre. Et pas seulement à moi. Des choses qui me regardent moi, mais qui peuvent avoir un intérêt pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Parce que sinon, ça devient un journal du cœur. Vous savez ce que c'est un journal du cœur? Non. Un journal, il y a toujours une coupure, comme ça, on raconte, oui, je suis triste, j'ai pas un amoureux. Puis on raconte sa petite histoire qui... Bon, bien sûr, ça peut intéresser à quelqu'un, mais c'est... ça n'a pas une valeur pour moi de transmission. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est pas grave si vous ne comprenez pas. Mais c'est difficile de parler d'une analyse, mais c'est possible d'en parler justement parce qu'on ne sait pas dont on parle. On essaye. Mais c'est très cette frontière entre ce qu'on raconte et ce qu'on ne va pas raconter, c'est vraiment très, très fine, je dirais. Et quand on fait une analyse, on fait souvent une analyse pour soi, en fait, finalement. On se parle un peu à soi-même. Le psychanalyste sert un peu de miroir de côté, comme ça. Mais quand on en fait le récit, on fait forcément le récit pour quelqu'un, pour un public. Enfin, donc j'ai compris que c'était d'abord pour ton compagnon. Aujourd'hui, c'est devenu un livre que tu souhaites être lu, puisque tu l'as édité et qu'on est en train de présenter aujourd'hui à un public. Donc à qui tu t'adresses dans ce livre? Je pense que je m'adresse à l'inconscient. Ouais. Je m'adresse, oui, j'écris sur ça, pas dans ce livre, mais après.
C'est une question que je me suis posée. À qui on s'adresse quand on écrit? Para quem que a gente escreve quando escreve? Puisque quand on écrit à quelqu'un. Mais si on écrit que pour soi, on n'a pas besoin d'écrire. Parce que c'est soi à soi, c'est une coïncidence. Si ça coïncide vraiment, moi et moi, j'ai pas besoin d'écrire, parce que je sais tout d'abord. Mais justement, c'est différent. Il y a un troisième là, n'est-ce pas? Il y a moi qui écris, je m'adresse à quelqu'un qui en quelque sorte n'est pas moi. N'est-ce pas? Donc il y a de l'autre moi, bien sûr. Tem outro em mim. Que sou eu também. N'est-ce pas? Que je dois assumer. Tu vas pas lire? Oui. Bon, alors je voulais vous parler un petit peu de cette passion pour la France. Alors, eu falei para ela que a minha história com a França começou muito cedo. A minha mãe conta que quando eu era criança, eu adotei um gatinho de rua, a quem eu dei o nome de França. Ninguém sabe o porquê. Tempos depois, o gatinho fugiu e eu chorei muito. Quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a estudar francês no colégio. Nessa época, minha avó paterna me ensinou o Pai Nosso em francês. Lembro-me dela escrevendo a lápis com letra caprichada numa folhinha amarela. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. Ela lia, eu repetia. Decorei a oração. O papelzinho guardei-o dobrado durante muitos anos. Quando comecei a estudar pintura, a professora às vezes tirava o pincel da minha mão e me emprestava o seu. Usa este aqui, o pelo é macio, ela dizia. No cabo marrom, eu li em letras douradas, Made in France. Depois vieram as tintas, os vernizes, os pincéis de todas as numerações, tudo em francês. Eu me enchia de orgulho em arrumar minha maleta de tintas, que depois eu abria e fechava só para contemplar o que eu achava ser o melhor material de pintura do mundo. Para mim, francês era sinônimo de qualidade. A França, Paris, sempre um sonho, um quadro, uma pintura. E a língua francesa, um verdadeiro gozo ao falar, ao ler, ao ouvir. Nunca foi uma obrigação, sempre foi um prazer. Primeiramente, as aulas no colégio, em seguida na Aliança Francesa, mais tarde a Sorbonne, a filosofia, Sartre. E agora, a psicanálise, Lacan, a análise. Fiz uma pausa, permaneci um tempo em silêncio, até que me veio o pensamento. No fundo, eu acho que a minha análise eu devia mesmo fazer em francês, disse. Ela, que ouvia tudo sem dar um pio, mexeu a cabeça como que esperando ouvir mais. Prossegui. Porque desde pequeno o francês é um gozo para mim. Algo de muito prazeroso na minha relação com a língua francesa. Eu adorava falar première, première, première. Eu fiz esse gesto quando eu falei isso para ela. Ela, num giro rápido de poltrona, bracinhos em ação, exclamou: ce n'est pas n'importe quel mot, hein? Não é uma palavra qualquer, hein? Então, a vida da gente, ela é feita de palavras. As nossas histórias, né? Tudo que a gente conta. Mais la vie de tout un chacun, ce qui fait chacun de nous, les mots qui font partie de cette vie ne sont pas de mots quelconques. Première, pour moi, n'est pas un mot quelconque. Première, bien sûr, c'est le féminin de premier. Mais il y a un autre sens de première. Quel est l'autre sens de première en français? Toi, pas toi.
Première. Le cinéma. Estreia. Il y a une revue, une très bonne revue en France sur le cinéma qui s'appelle Première. N'est-ce pas? Estreia. Mais première aussi en français, c'est un autre sens. Troisième sens. Lequel? Ah, ça c'est une première, hein? Hein? Pardon? Oui, ça c'est la première fois, la première minute, la première seconde. Mais par exemple, dans le jeu paralympique, il y a eu des records qui ont été battus, plusieurs records battus. Ça a été une première, n'est-ce pas? C'était un fait vraiment admirable, quelque chose de très marquant, de remarquable, n'est-ce pas? Le mot première, pour moi, il y a ces trois sens qui sont fusionnés là. Hein? C'est une première au sens de premier, première au sens d'une Estreia, et première au sens d'un fait marquant. Et je vous disais tout à l'heure de ma joie de parler de mon livre en français, n'est-ce pas? Ça, c'est une première pour moi. C'est une première. Alors, il y a un autre thème. Moi, je pense qu'on a beaucoup parlé de la langue que tu parles, que ce soit le français, le portugais, la façon dont tu l'écris. Et il y a l'autre thème que tu es en train de commencer à aborder, c'est Paris et la France au sens large. Et là, on pourrait peut-être commencer à parler de tes activités artistiques plus élargies, puisque tu fais aussi de la chanson, tu fais aussi de la photographie, je crois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'intéresse et ce que tu recherches dans la culture française actuelle? Oui. Bon, le mot, je vais essayer de répondre à ta question en racontant, en prenant justement ce biais de première. J'avais à peu près 14 ans et j'ai lu un poème de Oswald de Andrade qui s'appelle Contrabande. Un poémie, un petit poème, un poète que tu connaîtras sans doute. Oswald de Andrade disait, ça s'appelle Contrabando. Os alfandegueiros de Santos revistaram as minhas malas, as minhas roupas, mas esqueceram de ver que eu trazia no peito uma saudade feliz de Paris. Une saudade est un mot intraduisible, n'est-ce pas? Comment on traduirait saudade en français? Manque. Oh là là. Tout ce qui manque n'est pas saudade, hein? Oui, tu me manques. Oui. Si tu dis je te manque, tu supposes que l'autre a saudade de toi, n'est-ce pas? Ouais, c'est plutôt tu me manques. Oui. C'est plutôt traduit par manque, mais le mot saudade, si tu dis manque, si tu dis je manque d'argent, tu n'as pas forcément ça. En général, oui, n'est-ce pas? Quand on manque d'argent, j'ai pas plus saudade de général. Mais la saudade, le français traduit en général par nostalgie, n'est-ce pas? Mais nostalgie pour nous Brésiliens, c'est triste. Saudade, c'est pas forcément triste. Il y a une joie dans la saudade, n'est-ce pas? Je crois que c'est ça l'invention brésilienne par rapport au Portugal. La saudade portugaise, elle est triste. La saudade brasileira tem uma gaieté, n'est-ce pas? Ça peut être triste, bien sûr. Bon, alors, j'ai lu ça, une nostalgie heureuse de Paris, la saudade feliz de Paris. J'ai trouvé ça très très beau, très très beau. Mais c'était plus que beau. Je ne savais pas. À l'époque, je ne savais pas. Mais je sentais, il y avait quelque chose là, qui était de l'ordre de l'insu, justement. Un pressentiment, quelque chose comme ça. J'étais sûr que j'étais déjà marqué par Paris. Paris avait déjà fait une marque en moi, bien avant ce poème. J'avais déjà le signifiant Paris avait déjà marqué
mon histoire, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'en psychanalyse on appelle le signifiant maître, n'est-ce pas? Ce sont des signifiants qui ont une importance tellement grande, prégnante dans la vie d'un sujet, qu'ils finiront par déterminer la vie. Et je crois que maintenant, pour revenir à ta question, comment j'envisage toutes ces modalités artistiques, disons la photographie, l'écriture, le chant, n'est-ce pas? Puisque ça se fait dans un cadre français, de langue française, n'est-ce pas? Je dirais la chose suivante. Je vais prendre un risque là. Je dirais qu'aujourd'hui, avec le parcours analytique que je fais, le petit parcours déjà, mais qui est déjà conséquent, j'ai fait une contrebande à moi. Eu estou fazendo uma espécie de contrabando com significante France, com significante Paris. Ce signifiant qui m'a marqué, qui m'a laissé complètement à quatre pattes, aveugle de passion. J'étais aveugle. Vous savez ce que c'est la passion, mais la passion au sens pas, comme on dit que Jean-Paul il est passionné de Rio, pas comme on dit que voilà Thomas il est passionné de quoi est-ce que tu es passionné, Thomas? Beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit parler de moi ce soir? Non, mais dis une chose, un exemple. Je sais pas, dis. J'espère Rio bientôt. Rio, voilà. Et comme Thomas sera passionné de Rio, donc la passion au sens pathos, n'est-ce pas, au sens grec, fort, c'est-à-dire une chose qui nous envahit, qui nous maîtrise. Parce que la passion, ce côté de pathologie, n'est-ce pas? J'étais malade de signifiant Paris. J'étais malade de signifiant France. Ça m'a laissé complètement aveugle, complètement à quatre pattes. J'étais, à 19 ans, je suis parti en France. La France était pour moi le meilleur, le paradis, le meilleur du monde. Moi, si quelqu'un disait du mal de la France, moi j'étais là. Voilà. Ma vengeance à moi, maintenant. Il y a une contrebande que je fais en ce moment avec le signifiant. Hein. Maintenant, ce signifiant qui m'a marqué, qui a marqué mon histoire, qui a fait en sorte qu'il a déterminé, il a fait que j'aille à Paris, que je vive à Paris, que j'ai toute une histoire avec la France. Maintenant, je marquais ce signifiant, j'ai marqué cette passion. Je l'écris, voilà. J'ai écrit. Il y a une marque que j'ai laissée sur la passion. Et une marque qui se fait aussi dans le chant. Hein? Une marque à moi. C'est plus. Maintenant, je vis la passion de façon plus libre, plus détachée. Maintenant, pour répondre à la question, pour essayer au moins, toutes ces expressions artistiques sont une façon de dire Paris, je t'aime. C'est je t'aime. Avant, j'étais pas en cette position-là, voilà. Mais c'est vrai qu'en lisant le titre du livre, alors pour le traduire en français, on pourrait dire peut-être un journal de bord d'une analyse à Paris, on ne sait pas ce qui l'emporte en fait. Quel est le plus important? Est-ce que c'est l'analyse ou est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est la pratique ou le contexte? Et du coup, est-ce que tu as envisagé ou est-ce que tu aurais pu faire cette analyse en portugais, qui est ta langue maternelle Non, je ne crois pas. Je l'aurais pu, bien sûr, mais la marque de signifiant a été tellement importante que je ne pense pas que je pourrais la faire autrement, hein, mon analyse. Il a fallu, bien sûr, j'ai déjà fait une analyse en portugais, mais il a fallu que je passe par là. Quoi. Il a fallu que je passe par la langue française dans mon analyse.
Et j'ai continué à le faire.